Nécroscope de Brian Lumley. Sixième partie. Harry Keough était dans la lune. Ses pensées perdues dans les nuages qui dérivaient, semblables à des touffes de coton sur l'océan bleu d'un ciel d'été. Les mains derrière la tête, tenant coincé entre ses dents l'extrémité blanche d'un brin d'herbe dressé comme un mât minuscule, il n'avait pas prononcé un seul mot depuis qu'ils avaient fait l'amour. Des mouettes criaient en plongeant dans les bas-fonds pour attraper des poissons, et leur chant légèrement plaintif s'élevait de la mer, porté par une brise qui agitait l'herbe sur les dunes comme une caresse. Une autre caresse, de la main de Brenda, effleurait son visage, même si la jeune fille ne suscitait plus toute l'attention de sa chair. Dans un petit moment, il aurait peut-être envie d'elle de nouveau. Dans le cas contraire, cela n'avait aucune importance. En fait, elle l'aimait bien comme ça, calme, à deux doigts de s'endormir, avec toute cette étrangeté qui l'avait quitté. Il était étrange, c'est vrai, mais cela faisait partie de la fascination qu'il exerçait. C'était l'une des raisons pour lesquelles elle l'aimait, et elle s'imaginait parfois qu'il l'aimait, lui aussi. Avec Harry, c'était difficile de savoir, comme presque toujours avec lui. « Harry !» dit-elle, en lui chatouillant doucement les côtes. « Ohé, il y a quelqu'un ?» Le brin d'herbe entre ses dents tressauta légèrement. Elle savait qu'il ne l'ignorait pas. Il n'était pas là, tout simplement. Pas là du tout, mais ailleurs, dans un endroit très différent. De temps en temps, elle essayait de découvrir quel était cet endroit, l'endroit secret de Harry, mais jusqu'à maintenant, il n'en avait pas soufflé mot. Elle s'assit, boutonna son chemisier, arrangea sa jupe et ôta à l'aide de sa main le sable qui s'était accumulé dans les plis. « Harry, tu devrais te rhabiller, il y a des gens sur la plage. S'ils viennent par ici, ils vont te voir. » Elle le fit à sa place, puis se pelletonna à côté de lui et l'embrassa sur le front. En lui tirant l'oreille, elle demanda. « À quoi penses-tu ? Où peux-tu bien être, Harry ? » Tu n'as pas envie de le savoir. Ce n'est pas toujours un endroit agréable. Moi, j'y suis habitué, mais toi, tu ne l'aimerais pas. Je l'aimerais si tu y étais. Il tourna la tête vers elle, loucha un peu, fronça les sourcils d'un air sérieux. Il pouvait parfois paraître très sérieux, songea-t-elle. En fait, il l'était la plupart du temps. Puis, il secoua la tête. Non, tu ne l'aimerais pas, même si j'y étais. Tu le détesterais. Pas si j'étais avec toi. Ce n'est pas un endroit où on peut être avec quelqu'un. Jamais ses paroles ne s'étaient autant rapprochées de la vérité à ce sujet. C'est un endroit où l'on ne peut être qu'entièrement seul. Harry, De toute façon, nous sommes ici, nulle part ailleurs. Nous sommes ici et nous venons de faire l'amour. Comprenant que si elle insistait, il battrait en retraite, elle changea de sujet. Tu m'as fait l'amour 811 fois. Avant, je faisais ça. Sa remarque la fit s'arrêter net. Après un instant de réflexion, elle demanda. Tu faisais quoi ? Je comptais les choses, n'importe quoi, les carreaux sur les murs des toilettes, tu sais, pendant que j'étais assis là-bas. Elle soupira, exaspérée. Je parlais de faire l'amour, Harry. Parfois, je pense qu'il n'y a pas une once de romantisme en toi. Il n'y en a pas en ce moment. Je viens de tout te donner. C'était mieux. Pour une fois, il ne s'était pas laissé aller à son penchant morbide habituel. C'était ainsi que Brenda qualifiait cet air vague et étrange que pouvait avoir Harry à sa façon si particulière. Un penchant morbide. La réponse de Harry lui convenait tout à fait. Elle fronça le nez d'un air espiègle et se réjouit de la réplique pleine d'humour de son jeune amant. 811 fois. En seulement 3 ans. C'est beaucoup. Est-ce que tu sais depuis combien de temps nous sortons ensemble ? Depuis que nous sommes gosses. Ses yeux étaient levés vers le ciel de nouveau et elle comprit qu'il n'était qu'à moitié intéressé par ce qu'elle disait. Quelque chose le préoccupait, rôdait à la lisière de sa conscience. Le connaissant, elle savait que c'était là. Un jour peut-être saurait-elle ce que c'était. Tout ce qu'elle savait pour le moment, c'est que cela allait et venait, et que cette fois cela semblait prendre son temps pour partir. Mais depuis combien de temps exactement ? Elle prit le menton de Harry dans sa main délicate et tourna son visage vers le sien. Il la regarda d'un air perplexe, laissant ses yeux s'adapter d'eux-mêmes. Combien de temps ?
4 ou 5 ans, je suppose. 6. Depuis que tu as 12 ans et moi 11. À 12 ans, tu m'as amené au cinéma et tu m'as pris la main. Et voilà, dit-il en faisant un effort pour revenir sur terre. Et c'est toi qui m'accuses de ne pas être romantique. Oh. Mais je parie que tu ne te souviens pas du film que nous avons vu. C'était Psychose. Je ne sais pas lequel de nous deux a eu le plus peur. Moi. Ensuite, quand tu avais 13 ans, nous avons fait un pique-nique dans un champ à Ellison's Bank. Après avoir mangé, nous avons chahuté un peu et tu as posé ta main sur ma jambe, sous ma jupe. Je t'ai crié après et tu as prétendu que c'était involontaire. Mais la semaine suivante, tu as recommencé et je ne t'ai pas adressé la parole pendant 15 jours. Je n'aurai plus cette chance maintenant. En tout cas, tu es revenu très vite pour en redemander. Ensuite, tu es allé à l'école de Hartlepool et je ne t'ai pas beaucoup vu. L'hiver a été très long. Et l'été suivant fut très réussi, pour nous en tout cas. Un jour, nous avons installé une tente pour nous changer sur la place de Crimdon et nous sommes allés nager. Ensuite, dans la tente, alors que tu étais censé me sécher le dos, tu m'as caressé. Et tu m'as caressé à ton tour. Et tu as voulu que je couche avec toi. Mais tu as refusé. Jusqu'à l'année suivante, Harry. Je n'avais même pas 15 ans. Cette expérience a été horrible. Oh, ça n'a pas été si terrible, si je me souviens bien. Mais tu te rappelles la première fois? Bien sûr. Quel gâchis. C'était comme essayer de crocheter une serrure avec un morceau de papier buvard mouillé. Elle fut obligée de sourire. Mais tu t'es rattrapé très vite. Je me suis toujours demandé où tu avais appris tout ça. Je suppose qu'en réalité, je me demandais si quelqu'un d'autre ne t'avait pas montré comment faire. Son sourire disparut instantanément. Que veux-tu dire par là? Allons, une autre fille, bien sûr. Ton avis, à quoi est-ce que je faisais allusion? Une autre fille? Il continuait à froncer les sourcils, mais lentement il esquissa un petit sourire revêche. Puis il eut une grimace amusée, et finalement il laissa échapper un rire qui manquait de conviction. Une autre fille? Quoi, à 11 ans? Soulagée, Brenda rit avec lui. Tu es bizarre. Tu sais, j'ai l'impression que toute ma vie les gens m'ont dit la même chose. Que je suis bizarre. En fait, ce n'est pas vrai. Bon sang, parfois j'aimerais savoir comment m'amuser, comment rire aux éclats. C'est comme si j'en avais pas le temps, comme si je n'en avais jamais eu le temps. Tu n'as jamais eu l'impression que si tu ne ris pas, tu vas te mettre à hurler? C'est l'impression que j'ai, je t'assure. Parfois je pense que je ne te comprendrai jamais, et parfois je pense que tu ne veux pas que je te comprenne. Ce serait agréable si tu me désirais autant que je te désire. Il se mit debout, l'aida à se lever et l'embrassa sur le front. Sa manière à lui de changer de sujet. Viens, marchons sur la plage jusqu'à Hartlepool. Tu pourras prendre un bus pour rentrer à Arden. Aller à pied jusqu'à Hartlepool? Ça va prendre toute la journée. Nous nous arrêterons pour prendre un café sur la plage de Crimdon, et nous pourrons continuer en nageant un peu le long du rivage. Ensuite nous irons chez moi. Tu peux rester jusqu'à ce soir si tu veux, à moins que tu aies d'autres projets. Non, je n'en ai pas. Tu sais que je n'en ai pas. Mais... Brusquement, elle fut bouleversée, et ressentit une pointe d'anxiété. Harry, que va-t-il nous arriver? Que veux-tu dire? Est-ce que tu m'aimes? Je pense que oui. Et tu n'en es pas sûr? Moi, je suis sûr de t'aimer. Ils commencèrent à marcher le long des dunes, se dirigeant peu à peu vers les sables humides, là où la mer se retirait. Des gens se baignaient là-bas, mais ils n'étaient pas nombreux. La plage était salie par tous les déchets des mines de charbon au nord, un problème qui s'était accentué au cours des 25 dernières années. Des camions noirs se déplaçaient lentement le long de la laisse, de la marée, semblables à de gros scarabées amphibies, et les équipes ramassaient à la pelle des pépites rondes de charbon lavées par la mer qui ressemblaient à de l'or noir. Quelques kilomètres plus au sud, c'était un peu plus propre, mais jusqu'à Seaton Carrow, les dépôts de charbon et de scories souillaient le sable blanc. Encore plus au sud, les dégâts étaient moins importants, mais étant donné que les mines étaient presque toutes épuisées, la nature commencerait bientôt à remettre les choses en ordre. Néanmoins, cela prendrait un certain temps avant que les plages retrouvent leur beauté originelle. Peut-être y parviendraient-elles jamais. Oui, je pense que je t'aime. Enfin, je sais que je t'aime. C'est juste que je suis préoccupé par un tas de choses. C'est bien ce que tu veux dire, que je ne te le montre pas assez. Écoute, je ne sais pas ce que tu veux entendre de ma bouche. Ou
Je n'ai pas le temps de réfléchir aux choses justes qu'il faudrait que je dise. » Elle s'agrippa à son bras et se blottit contre lui, tandis qu'il marchait. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. C'est simplement que je détesterais que cela finisse. » »« Pourquoi cela finirait-il ? » ?»« Je ne sais pas, mais ça m'angoisse. Apparemment, nous n'aboutissons à rien, et mes parents s'inquiètent aussi. » »« Oh. Le mariage, tu veux dire ? » ?»« Non, pas vraiment. Je connais ton opinion là-dessus. Pas tout de suite, tu répètes continuellement. Et aussi que nous sommes trop jeunes. Je suis de ton avis, je pense que ma mère et mon père le sont également. Je sais que tu aimes être seul, et tu as raison, nous sommes trop jeunes. » »« Tu n'arrêtes pas de dire cela, mais nous continuons à tourner en rond. » »« C'est juste que... c'est ta façon d'être. Je ne sais jamais ce que tu as. Si seulement tu me disais ce qui te préoccupe tant, je sais qu'il y a quelque chose, mais tu refuses de m'en parler. » Il donna l'impression de vouloir dire quelque chose, puis se ravisa. Brenda retint son souffle un instant, puis elle reprit une respiration normale quand il devint évident que Harry ne répondrait pas. Elle procéda par élimination. « Je sais que cela ne vient pas de tes nouvelles, parce que tu étais déjà comme ça il y a longtemps, avant de commencer à en écrire. En fait, depuis que je te connais. Si seulement... » »« Brenda. » Il s'arrêta, la saisit dans ses bras et l'obligea à s'arrêter. Il semblait essoufflé, incapable de parler, de dire ce qu'il voulait dire, et cela l'effraya. « Oui, Harry ?» Il avala sa salive, respira profondément, puis se remit à marcher. Elle le rattrapa et lui saisit la main. « Harry !» Il ne la regardait pas. « Brenda, je veux te parler. » »« Mais je ne demande que ça !» De nouveau, il s'arrêta de marcher, l'enlaça et regarda vers la mer par-dessus son épaule. « C'est un sujet étrange, voilà tout. » Elle prit l'initiative, se dégagea de son étreinte et l'entraîna par la main le long de la plage. « Entendu. Nous allons en discuter. Tu parles, j'écoute. Un sujet étrange, ça m'est égal. Voilà. J'ai fait ma part. À toi, maintenant. » Il hocha la tête, la regarda du coin de l'œil, tout ça pour s'éclaircir la voix, et dit « Brenda, est-ce que tu t'es déjà demandé à quoi pensent les gens quand ils sont morts ? Enfin, quelles sont leurs pensées quand ils reposent dans leur tombe ?» La question de Harry lui donna la chair de poule. Malgré la chaleur du soleil qu'elle sentait sur elle, le ton dépourvu de toute émotion, associé à ce qu'il venait de dire, la glaça jusqu'à la moelle. « Si je me suis demandé... » »« Je t'ai dit que c'était un sujet étrange. » Elle ne savait pas quoi lui dire, ni comment lui répondre. Elle eut un frisson involontaire. Il ne pouvait pas parler sérieusement. Ou était-ce un sujet sur lequel il travaillait ? Ça devait être ça, c'était une histoire qu'il était en train d'écrire. Brenda fut déçue. Une histoire, c'était tout. D'un autre côté, peut-être avait-elle eu tort de ne pas envisager que ces nouvelles étaient la cause de sa morosité. Peut-être était-il ainsi précisément parce qu'il n'avait personne à qui en parler. Tout le monde savait qu'il était précoce, ses nouvelles étaient brillantes, l'œuvre d'un homme mûr. Était-ce cela l'explication ? Était-ce simplement parce qu'il refoulait ses sentiments en lui et n'avait aucun moyen de les évacuer ? « Harry, tu aurais dû me dire que c'était à cause de tes nouvelles. »« Mes nouvelles ? » ?»« Une de tes histoires. C'est bien ça, non ?» Il commença par secouer la tête, puis finit par acquiescer. Et tout en souriant, il opina du chef encore plus vigoureusement. « Tu as deviné. Une histoire, mais une histoire très bizarre. J'ai du mal à la construire. Si je pouvais en parler... » »« Mais tu le peux, à moi. » »« Alors parlons. Cela me donnera peut-être de nouvelles idées, ou me fera comprendre ce qui cloche avec celles que j'ai en ce moment. » Ils continuèrent à marcher, main dans la main. « Entendu. Des pensées agréables. »« Pardon ? » ?»« Des morts dans leur tombe. Je pense qu'ils doivent avoir des pensées agréables. Ça doit être l'équivalent du paradis, tu sais. » Des gens qui étaient malheureux de leur vivant ne pensent à rien. Ils sont juste contents d'en être sortis, pour la plupart. « Ah, tu veux dire qu'il y aurait plusieurs catégories de morts ? Ils ne seraient pas tous pareils et n'auraient pas les mêmes pensées ? » ?»« Exactement. Pourquoi en serait-il autrement ? Ils n'avaient pas les mêmes pensées de leur vivant, il me semble. Certains sont heureux, ils n'ont aucune raison de se plaindre, mais il y en a d'autres qui reposent là-bas remplis de haine parce qu'ils savent que ceux qui les ont tués continuent de vivre impunis. »« Harry, c'est une idée horrible. Quel genre d'histoire est-ce au fait ? Ça doit être une histoire de revenants. » Il s'humecta les lèvres et acquiesça de nouveau. Quelque chose comme ça, oui.
C'est l'histoire d'un homme qui peut parler à des gens dans leur tombe. Il peut les entendre dans sa tête et savoir ce qu'ils pensent. Et il peut leur parler. Je continue de trouver que c'est horrible. Enfin, c'est affreux. Mais l'idée est excellente. Et ces morts lui parlent vraiment? Mais pourquoi voudraient-ils lui parler? Parce qu'ils se sentent seuls. Comprends, il n'y a aucun autre homme comme lui. Autant qu'il le sache, il est le seul à posséder ce don. Ils n'ont personne d'autre à qui parler. Est-ce que cela ne risque pas de le rendre fou? Toutes ces voix dans sa tête en même temps, toutes criant pour attirer son attention. Harry eut un sourire pincé. Cela ne se passe pas de cette façon. Tu comprends, normalement, il repose, là, tout simplement, et il pense. Le corps s'en va, enfin, tu sais, il pourrit, et finit par tomber en poussière. Mais l'esprit subsiste. Ne me demande pas comment, c'est quelque chose que je n'essaie pas d'expliquer. Disons que l'esprit est le centre de contrôle conscient et inconscient d'une personne, et après la mort, l'esprit continue de fonctionner. Mais uniquement au niveau inconscient. Comme si la personne dormait, en fait. Elle dort vraiment, en un sens. C'est juste qu'elle ne se réveille jamais. Alors, tu comprends, le nécroscope parle uniquement aux gens à qui il désire parler. Le nécroscope? C'est le nom que je lui ai donné. Un homme qui regarde dans l'esprit des morts. Je vois. Du moins, je crois. Alors, les gens heureux reposent en se souvenant de toutes les bonnes choses qu'ils ont vécues ou en ayant des pensées agréables, et les gens malheureux, ils coupent le courant? Quelque chose de ce genre. Les gens rancuniers pensent des choses malveillantes, les meurtriers ont des pensées meurtrières, et ainsi de suite. C'est leur enfer particulier. Mais ce sont des gens ordinaires, avec des pensées ordinaires. Enfin, leurs pensées sont d'un niveau peu élevé. Disons que de leur vivant, celles-ci étaient plutôt terre à terre. Je les juge pas, ils n'étaient pas très intelligents, c'est tout. Mais il y a également des gens extraordinaires, des créatifs, des grands penseurs, des architectes, des mathématiciens, des écrivains, de vrais intellectuels. Et que font-ils, à ton avis? Brenda le regarda en essayant de jauger ses pensées. Elle s'arrêta pour ramasser un galet brillant délavé par la mer. Je suppose qu'ils continuent à faire leur truc. S'ils étaient, disons, de grands penseurs de leur vivant, alors ils doivent continuer d'avoir leurs pensées spéciales. Exact. C'est précisément ce qu'ils font. Les bâtisseurs de ponts continuent à construire des ponts dans leur tête. Des structures aériennes magnifiques qui enjambent des océans entiers. Les musiciens écrivent des chansons et des mélodies merveilleuses. Les mathématiciens développent des théories abstraites et les peaufinent jusqu'à ce qu'elles soient si limpides que même un enfant pourrait les comprendre, et néanmoins si stupéfiantes qu'elles contiennent les secrets de l'univers. Ils améliorent ce qu'ils faisaient de leur vivant, ils portent leurs idées jusqu'aux limites de la perfection, vont au bout des pensées restées inachevées de leur vivant. Et pas de distraction, pas d'intrusion extérieure, personne pour les ennuyer, les déranger ou les importuner. À t'entendre parler comme ça semble agréable. Mais tu penses que c'est réellement comme ça? Bien sûr. Dans mon histoire, en tout cas. Enfin, comment saurais-je à quoi cela ressemble réellement? Ma question était stupide. Bien sûr que cela ne ressemble pas réellement à ça. En tout cas, je ne vois toujours pas pourquoi ces morts voudraient parler à ton... nécroscope. Est-ce qu'il ne serait pas une distraction? Est-ce qu'il ne les importunerait pas à s'immiscer de la sorte dans leurs grands projets? Non, bien au contraire. La nature humaine est ainsi faite, tu comprends? À quoi bon faire quelque chose de merveilleux si tu ne peux ni parler ni montrer à personne ce que tu as fait? C'est pour cette raison qu'ils sont ravis de communiquer avec le nécroscope. Il est à même d'apprécier leur génie. Il est le seul à pouvoir le faire. Qui plus est, il est bien disposé. Il veut connaître leurs merveilleuses découvertes, les inventions fantastiques qu'ils ont conçues, qui ne sont pas inventées dans le monde réel avant 1 millier d'années. Et c'est une idée formidable, Harry. Ce n'est pas du tout morbide comme je l'avais pensé tout d'abord. Dis donc, le nécroscope pourrait réaliser leurs interventions à leur place. Ils pourraient construire leurs ponts, écrire leur musique, rédiger leurs chefs-d'œuvre. C'est ce qui va se passer? Dans ton histoire, je veux dire? Quelque chose de ce genre. C'est ce que je n'ai pas encore réussi à déterminer. Puis ils restèrent silencieux pendant un moment. Peu après, ils arrivèrent à Crimdon et s'arrêtèrent pour prendre un café dans un bar sur le front de mer. Harry dormait sur le lit, entièrement nu, les draps repoussés sur le côté. Ce soir-là, il faisait très chaud et le soleil, tout en baissant, continuait à répandre ses rayons dorés à travers les fenêtres hautes de son minuscule appartement. Brenda vit la fine pellicule de sueur qui faisait briller son front et tira les minces rideaux pour bloquer la lumière du soleil. Comme l'ombre tombait sur son visage, il grogna et marmonna quelque chose, mais Brenda ne comprit pas ce qu'il disait. Tout en se rhabillant sans bruit, elle repensa à la journée qu'il venait de s'écouler.
Elle se rappela également d'autres moments laissant libre cours à ses souvenirs tandis qu'elle examinait les années qu'elle et Harry avaient traversées ensemble. Cela avait été une belle journée, et Harry avait fini par lui parler de certaines choses. Il s'était un peu épanché, avait en partie baissé sa garde, et depuis qu'ils avaient longuement parlé de l'histoire qu'il écrivait, il s'était montré plus détendu, presque heureux. Mais qu'est-ce qui pourrait le rendre vraiment heureux? Brenda ne parvenait pas à imaginer la nature d'une telle chose. Il avait dit qu'il était préoccupé par un tas de trucs, mais quoi? Ses nouvelles, peut-être? Quoi qu'il en soit, elle ne l'avait jamais vu réellement heureux, ou s'il l'avait été, cela ne se voyait pas vraiment. Mais là, elle s'écartait du sujet. Elle revint à aujourd'hui. Après Grimdon, ils avaient parcouru presque 2 kilomètres jusqu'à un endroit où la plage était plus ou moins déserte, et ils s'y étaient baignés en sous-vêtements. De loin, personne ne pouvait s'en apercevoir. On penserait qu'ils portaient des maillots de bain. Au bout d'un petit moment, alors qu'ils batifolaient dans l'eau, un vieux clochard était arrivé sur les lieux, et il avait été temps de partir. Ils s'étaient rhabillés avant que le vieil homme soit trop près, et s'étaient séchés en terminant leur promenade. À Hartlepool, un bus faisant la liaison entre la vieille et la nouvelle ville les avait quasiment conduits devant la porte de la maison victorienne à 2 étages où Harry avait son appartement mansardé. Là, Brenda avait confectionné des sandwichs avant qu'ils prennent une douche et fassent l'amour. Cela avait été délicieux. Tous deux avaient encore partiellement le goût du sel de la mer, le soleil faisait briller leur peau tandis qu'ils partageaient leur chaleur et tout s'était passé très naturellement et merveilleusement bien. Elle préférait Harry en été car il était moins pâle et son corps mince paraissait plus musclé. Donc qu'il soit chétif ou malingre, Harry était parfaitement capable de se défendre tout seul et n'était pas du genre à se laisser intimider. À 2 reprises, Brenda l'avait vu aux prises avec de soi-disant durs, et c'était eux qui avaient filé, couverts de bleu et d'estafilades. En secret, Brenda tirait de la vanité d'avoir été l'élément déclencheur de sa colère. Harry ne prêtait aucune attention aux moqueries qui lui étaient adressées. Il était à même de les ignorer, de les mettre sur le compte de l'ignorance de ses lourdeaux, mais il n'acceptait pas les insultes ou les sous-entendus qui visaient Brenda, ou lui-même, quand elle était avec lui. Dans ces moments-là, c'était presque comme s'il devenait une autre personne, une personne plus endurcie, plus vive, qui prenait toute sa mesure. Et pourtant, même sa maîtrise de l'autodéfense la déconcertait. C'était une des choses dans lesquelles il était inexplicablement devenu expert. Au même titre que sa façon de faire l'amour et son travail d'écriture, Brenda les considérait dans cet ordre. Harry avait 16 ans quand ils avaient fait l'amour pour la première fois, quand ils l'avaient fait comme il faut, pour la première fois en tout cas. Mais il avait eu envie longtemps avant cela. Et ainsi qu'elle l'avait fait remarquer sur la plage, Harry était vite devenu très adroit dans ce domaine. Innocente en la matière, Brenda avait pensé qu'il n'y avait qu'une seule façon de faire l'amour, mais le répertoire sexuel de Harry semblait inépuisable. Et c'était la vérité. Elle s'était souvent demandé si quelqu'un d'autre lui avait montré comment faire. Finalement, elle avait cessé de s'en préoccuper en se disant qu'il était précoce, tout simplement. Pour une raison inexpliquée, il y avait des domaines dans lesquels Harry Keough excellait, dans lesquels il excellait naturellement, sans aucune connaissance préalable, ni enseignement intensif. Ces nouvelles, par exemple. Harry avait admis un jour que son anglais était déplorable autrefois. Cela avait bien failli l'empêcher d'aller au collège technique pour y terminer ses études, car il avait complètement raté son épreuve d'anglais. Eh bien, si cela avait été le cas à l'époque, à l'évidence, ça ne l'était plus désormais. Peut-être avait-il beaucoup travaillé pour s'améliorer, mais quand? Brenda ne l'avait jamais vu étudier ou potasser son anglais. En fait, il n'avait jamais donné l'impression d'étudier intensément quoi que ce soit. Et pourtant, il était là à présent, écrivain à 18 ans, et si prolifique qu'il était publié sous 4 pseudonymes. Uniquement des nouvelles, jusqu'à maintenant, mais au moins 3 par semaine, et toutes se vendaient comme des petits pains. Et elle savait qu'il travaillait à un roman en ce moment. Sa machine à écrire d'occasion, délabrée, trônait sur une petite table près de la fenêtre. Un jour, alors qu'elle était passée à l'improviste, Harry était en train de travailler. C'était l'une des rares fois où Brenda l'avait vue en plein travail. Comme elle montait l'escalier, elle avait entendu le cliquetis des touches de sa machine à écrire. S'était glissé sans bruit dans la minuscule entrée et avait passé la tête par l'entrebâillement de la porte. Perdu dans ses pensées, le sourire aux lèvres, marmonnant pour lui-même, Harry était assis à la table, le menton appuyé sur ses mains. Puis il s'était redressé et avait tapé avec 2 doigts quelques lignes de plus, pour s'arrêter tout de suite après, hocher la tête, sourire en réaction à quelques pensées secrètes et regarder par la fenêtre vers la rue en contrebas. Elle avait frappé à la porte, le faisant sursauter, et était entrée. Harry l'avait accueillie avec joie, avait mis son travail de côté, et voilà tout. Si ce n'est qu'elle avait jeté un coup d'œil à la feuille de papier glissée dans la machine à écrire et avait vu le titre qui était tapé « Journal d'un libertin du XVIIe siècle ».
Ce fut seulement plus tard qu'elle s'était demandé ce que Harry pouvait bien savoir sur le XVIIe siècle, et plus encore sur les libertins. Elle finit de s'habiller et traversa la chambre sur la pointe des pieds jusqu'à un miroir pour se remettre un peu de maquillage sur le visage. Elle se retrouva près de la table de Harry et de nouveau elle jeta un coup d'œil à la machine à écrire et à la page d'écriture inachevée. À l'évidence, il travaillait toujours à son roman. La feuille portait le numéro 213 et dans le coin supérieur gauche était écrit « Journal d'un libertin ». Brenda remonta un peu la feuille et lut ce qui était tapé, ou du moins commença à lire. Puis, rougissant, elle détourna les yeux et regarda par la fenêtre. C'était excellent, très travaillé, très élégant, mais extrêmement paillard. Du coin de l'œil, elle regarda la feuille de nouveau. Elle adorait les histoires romantiques du XVIIe siècle et le style de Harry était parfait. Mais son roman n'avait rien d'une histoire romantique, c'était carrément de la pornographie. Ce fut seulement à ce moment-là qu'elle remarqua ce qu'il y avait en face de la fenêtre, le cimetière de l'autre côté de la rue. Le cimetière vieux de 400 ans avec ses grands marronniers, ses massifs brillants et ses plates-bandes, ses pierres tombales penchées et ses parcelles entourées de cailloux, en règle générale, bien entretenues. Et tandis qu'elle regardait, elle se demandait pourquoi Harry avait choisi de s'installer ici. Il y avait des appartements bien plus spacieux dans toute la ville, mais lui avait dit qu'il aimait bien la vue. Et c'était seulement maintenant qu'elle réalisait quelle était cette vue. Alors c'était très joli en été, certes, mais c'était néanmoins un cimetière. Derrière elle, Harry marmonna quelque chose et se tourna sur le côté. Elle s'approcha du lit, lui sourit gentiment et ramena un drap sur la partie inférieure de son corps. Dans l'ombre qui régnait à présent, il se mit à frissonner légèrement. De toute façon, elle devrait le réveiller bientôt. Il était temps qu'elle parte. Ses parents aimaient qu'elle rentre pendant qu'il fasse encore jour, lorsqu'ils ne savaient pas où elle était allée. Mais elle devait faire du café avant de partir. Comme elle se détournait, Harry parla de nouveau et cette fois ses paroles étaient parfaitement intelligibles. « Ne t'inquiète pas, maman. Je suis un grand garçon maintenant. Je peux me débrouiller seul. Tu peux reposer en paix. » Il s'interrompit et sembla écouter alors même qu'il dormait. Puis, il reprit. « Non, je te l'ai déjà dit, maman. Il ne m'a pas fait de mal. Pourquoi m'en aurait-il fait? De toute façon, je suis allé chez Tantine et Tonton, ils se sont occupés de moi. Maintenant, je suis grand, et très bientôt dans peu de temps. Maintenant, peut-être quand tu sauras que je vais bien, alors tu pourras reposer en paix. » Il marqua un autre temps d'arrêt, le temps d'une brève écoute, puis il dit « Mais pourquoi tu ne peux pas, maman ?» Il laissa s'échapper d'autres marmonnements incohérents, et s'exclama « Je ne peux pas. Trop loin. Je sais que tu essaies de me dire quelque chose, mais... Juste un chuchotement, maman. J'entends un peu, mais je ne sais pas ce que... Je ne comprends pas ce que tu dis. Peut-être que si je viens te voir, si je viens là où tu es... » Harry était agité à présent. Il transpirait abondamment alors même qu'il frissonnait. Tout en le regardant, Brenda commença à s'inquiéter. Était-ce un genre de fièvre? De la sueur s'accumulait dans les creux au-dessus de sa lèvre supérieure. Des gouttelettes se formaient sur son front et mouillaient ses cheveux qui devinrent moites. Ses mains tressautaient et se crispaient sous les draps. Elle avança la main et le toucha. Il se réveilla en sursaut, ouvrit brusquement les yeux. Son regard était fixe et tout son corps devint aussi rigide qu'une barre de fer. « Harry, ce n'est que moi. Tu faisais un cauchemar. » Brenda le prit dans ses bras et il la laissa faire, se pelletonnant contre elle, en l'enlaçant. « Tu rêvais de ta maman, Harry. Allons, tout va bien. Calme-toi, je vais te faire du café. » Elle l'étreignit plus fort l'espace d'un moment, puis se dégagea doucement et se leva. Harry, les yeux toujours grands ouverts, la suivit du regard tandis qu'elle se dirigeait vers l'alcôve où se trouvait la cuisine rudimentaire. Je rêvais de ma mère. Tout en mettant une cuillerée de café instantané dans 2 mugs, elle hocha la tête. Elle versa de l'eau dans la bouilloire électrique et la brancha. « Tu l'appelais maman, et tu lui parlais. » Il déplia ses jambes, s'assit, et passa ses doigts dans ses cheveux d'un air hébété. « Qu'est-ce que je disais ?»« Pas grand-chose, principalement du charabia. Tu lui as dit que tu étais grand maintenant et qu'elle devait reposer en paix. Ce n'était qu'un cauchemar, Harry. » Le temps que le café soit prêt, ils s'étaient habillés. Ils ne parlèrent plus de son cauchemar et burent leur café. Puis il l'accompagna jusqu'à l'arrêt du bus pour Arden, où ils attendirent en silence que ce dernier arrive. Finalement, avant qu'elle monte, il l'embrassa légèrement sur la joue. « À bientôt. »« Demain ?» Le lendemain était un dimanche. « Non, dans la semaine. Je passerai te chercher. Au revoir, Trésor. »
Elle s'assit à l'arrière du bus et regarda Harry par la vitre, seul sur le trottoir. Dès que le bus atteignit le coin de la rue, il tourna les talons et, au lieu de prendre la route qui conduisait à son appartement, il s'éloigna dans la direction opposée. Se demandant où il allait, Brenda continua à l'observer aussi longtemps qu'elle le put. Elle l'aperçut qui franchissait les grilles du cimetière. Les derniers rayons du soleil illuminaient ses cheveux. Puis le bus acheva son virage, et Harry disparut. Harry ne vint pas la voir pendant la semaine, et le travail de Brenda au salon de coiffure de Harden commença à s'en ressentir. Quand jeudi arriva, elle était réellement inquiète à son sujet. Le vendredi soir, elle se mit à pleurer, et son père lui dit qu'elle était stupide. « Ce garçon est sacrément bizarre. Tu le laisses te mener par le bout du nez. Pas un vendredi soir, ma petite. Quand tous les gars ont touché leur paye et la dépense dans les pubs, tu pourras aller voir ton satané Harry demain. » Le jour suivant sembla mettre une éternité à venir, et Brenda ne dormit presque pas. Mais le samedi matin, de très bonne heure, elle prit le bus pour aller en ville et se rendit chez Harry. Elle avait sa propre clé et elle entra, mais Harry n'était pas là. Sur la machine à écrire, il y avait une feuille de papier datée de la veille avec ce simple message. « Brenda, je suis parti à Édimbourg pour le week-end. Je dois voir quelqu'un là-bas. Je serai de retour lundi au plus tard et je te verrai à ce moment-là, promis. Désolé de ne pas être venu te voir durant la semaine, j'étais préoccupé et je n'aurais pas été très amusant. Je t'aime, Harry. » Ces derniers mots avaient beaucoup d'importance pour elle, ainsi elle lui pardonna le reste. De toute façon, lundi n'était pas très loin. Mais qui devait-il donc voir à Édimbourg? Il avait un beau-père là-bas qui n'est jamais venu le voir depuis son enfance, mais qui d'autre? En tout cas, personne de la connaissance de Brenda. D'autres proches parents dont elle n'avait jamais entendu parler, peut-être. Bien sûr, il y avait eu sa mère, mais elle s'était noyée alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Morte noyée, oui. Pourtant, Harry lui avait parlé dans son sommeil. Brenda se secoua. Bon sang, certaines de ses idées étaient presque aussi morbides que celles de Harry. Cimetière, mort et asticots. Non, bien sûr qu'il n'était pas allé voir sa mère, car on n'avait jamais retrouvé son corps. Il ne pouvait même pas aller se recueillir sur sa tombe. Cette pensée n'améliora guère l'humeur de Brenda. Au contraire, cela l'amena à faire quelque chose qu'elle n'aurait jamais envisagé de faire en temps normal. Elle examina soigneusement la pile des manuscrits de Harry, vérifia chaque nouvelle pour voir si elle s'était terminée ou à peine commencée. Elle ne savait pas vraiment ce qu'elle cherchait, mais quand elle l'eut fini, elle savait ce qu'elle n'avait pas trouvé. Nulle part il n'était mention d'une histoire sur un nécroscope. Donc, ou bien Harry n'avait pas commencé à l'écrire, ou bien c'était un menteur, ou ce qui la préoccupait était quelque chose de tout à fait différent. Tandis que Brenda Cowell se tenait dans un rayon de soleil matinal dans l'appartement de Harry et se posait des questions sur l'étrangeté du garçon qu'elle connaissait depuis tant d'années, à 200 kilomètres de là, Harry Keough lui-même se tenait dans la même lumière du soleil près d'une rivière, au cours paresseux, située en Écosse, et regardait sur la berge opposée une grande maison qui se trouvait au bout d'un vaste jardin envahi par les mauvaises herbes. À une certaine époque, le jardin avait été bien entretenu, mais il y avait très longtemps de cela, et Harry ne pouvait pas s'en souvenir. Il était alors trop jeune, un enfant en bas âge, et il y avait beaucoup de choses qu'il ne pouvait pas se rappeler. Mais il se souvenait de sa mère. Quelque part, au fond de son subconscient, il ne l'avait jamais oubliée, et elle non plus, et elle continuait à s'inquiéter à son sujet. Harry contempla la maison un long moment, puis son regard se posa sur la rivière. L'eau s'écoulait lentement en tourbillonnant, froide et attrayante. Du moins, l'était-elle, attrayante pour la plupart des gens. Une berge verdoyante avec quelques roseaux, une eau vert foncé, et juste ici un lit caillouteux, sans oublier, quelque part en aval coincé dans les cailloux recouverts de vases, où elle était restée durant la plus grande partie de la jeune vie de Harry. Une bague d'homme, un œil de chat serti dans de l'or. Harry s'approcha d'un pas mal assuré du bord de l'eau. Délibérément, il se laissa tomber sur le sol pour ne pas basculer dans la rivière. Le soleil dardait ses rayons sur lui, mais il était glacé. Le ciel bleu tournoya, prit la forme de remous grisâtre d'une eau boueuse. Il était sous l'eau et essayait d'atteindre la surface par un trou dans la glace. Il apercevait un visage à travers la glace dont les lèvres tremblotaient comme de la gelée et se relevaient aux commissures en une grimace ou un sourire. Les mains s'abaissaient dans l'eau, le maintenaient sous la surface et l'une d'elles portait cette bague. La bague à l'œil de chat à l'index de la main droite. Et Harry lacérait ses mains, les griffait, arrachait la chair dans sa frénésie. La bague en or glissait et tombait près de lui en tourbillonnant vers l'obscurité et les profondeurs glacées.
Le sang qui coulait des mains lacérées teintait l'eau de rouge, le rouge qui recouvrait la noirceur de l'agonie de Harry. Non, pas son agonie, celle de sa mère. Ses vêtements alourdis par l'eau, elle, coula, et le courant les entraîna sous la glace, les faisant tournoyer et culbuter. Qui va veiller sur Harry maintenant? Pauvre petit Harry. Le cauchemar s'estompa. Son assaut impétueux et ses gargouillis diminuèrent dans son esprit, et Harry resta là à suffoquer tandis qu'il agrippait l'herbe de la berge. Puis il se pencha sur le côté et fut pris de violentes nausées. C'était ici que cela s'était passé. C'était ici qu'elle était morte, ici qu'elle avait été assassinée. Juste ici. Mais où était-elle maintenant? Harry laissa ses pas le conduire et suivit le cours de la rivière en aval. À l'endroit où le lit se rétrécissait un peu, il franchit un petit pont en bois et continua à longer la berge. Ici, des haies de jardin descendaient presque jusqu'au bord de l'eau, et il emprunta un étroit sentier souvent envahi par des herbes folles, entre des clôtures d'un côté et des roseaux et l'eau de la rivière de l'autre. Quelques instants plus tard, il atteignit un endroit où la berge érodée formait une avancée en surplomb de moins de 1 mètre de largeur. Au-dessus du trou de l'eau paisible, le sentier d'eau prenait fin, là où la clôture s'inclinait dangereusement vers la rivière. Mais Harry savait qu'il n'avait pas besoin de chercher plus loin. C'était ici qu'elle était. Quelqu'un qui l'aurait observé depuis la berge opposée aurait alors vu quelque chose de très étrange. Harry s'assit, ses pieds suspendus dans le vide au-dessus du trou d'eau boueux, peu profond, appuya son menton sur ses mains et regarda l'eau fixement. Quelques minutes plus tard, si quelqu'un s'était approché, ils auraient été témoins d'une chose encore plus étrange. Des larmes coulaient des yeux de ce jeune homme au regard fixe, dégoûtaient du bout de son nez et tombaient dans un courant régulier pour se mêler à la substance de la rivière. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, Harry Kehoff rencontra sa mère, lui parla face à face, et fut même de vérifier les choses effroyables que ses rêves et les messages fébriles qu'elle lui avait envoyés lui avaient fait entrevoir, le conduisant à nourrir plus que des soupçons pendant tant d'années. Et tandis qu'il parlait, lui pleurait, des larmes de tristesse, bien sûr, mais aussi de joie d'avoir retrouvé sa mère, puis des remords et de frustration d'avoir dû attendre ce jour si longtemps, et enfin de colère, au fur et à mesure que les choses se clarifiaient dans son esprit. Finalement, il lui dit ce qu'il avait l'intention de faire, à la suite de quoi l'observateur surpris, s'il y en avait eu un, aurait vu la chose la plus étrange de toutes. Car lorsque Mary Kehoff apprit les projets de son fils, elle fut encore plus effrayée pour lui et exprima ses peurs, faisant promettre à Harry de ne pas commettre un acte inconsidéré. Ne pouvant ignorer ses prières, celui-ci répondit d'un signe de tête affirmatif. Elle ne le crut pas, et l'appela tandis qu'il se levait et s'éloignait. L'espace d'une seconde, juste une seconde, on eût dit que le fond du trou d'eau frémissait, s'agitait, dessinant des rides qui ondoyaient de son centre vers l'extérieur, puis l'eau fut de nouveau paisible. Harry ne vit rien de tout cela car il était déjà arrivé au pont et retourné à l'endroit où cela s'était passé tant d'années auparavant, l'endroit où sa mère, si douce, avait été assassinée. Il trouva un coin où les roseaux poussaient très haut, s'assura qu'il était bien seul, se déshabilla, ne gardant que son caleçon, et se dirigea vers le bord de la rivière. Un instant plus tard, il était dans l'eau. Il plongea dans les profondeurs de l'eau et nagea vers le milieu de la rivière où le courant était le plus rapide. Même là, l'attraction était à peine perceptible, et après 20 minutes passées à plonger et à fouiller parmi les galets du lit de la rivière, il trouva ce qu'il cherchait. Elle était enfouie à quelques centimètres de l'endroit où il avait tout d'abord pensé qu'elle se trouvait probablement. Ternie et un peu visqueuse, mais c'était incontestablement une bague. L'or brilla dès qu'il la frotta, et l'œil de chat avait conservé son regard froid et fixe de naguère. En fait, Harry n'avait jamais vu cette bague avant que ses doigts la trouvent à tâtons, en tout cas pas consciemment, mais il la reconnut immédiatement. Elle lui était si familière, et cela ne lui parut pas étrange qu'il ait su où chercher. Ce qui aurait été infiniment plus étrange, c'est que la bague n'ait pas été là. Revenu sur la berge, il finit de la nettoyer et la passa à l'index de sa main gauche. Elle était un peu grande, mais pas au point de glisser. Il ne risquait pas de la perdre. Il la tourna entre ses doigts d'un air pensif et s'imprégna d'elle. Elle était froide au toucher malgré le soleil chaud, froide comme le jour où son propriétaire l'avait perdue. Puis Harry se rhabilla et se dirigea vers Bonnyrigg. De là, il attraperait un bus pour Édimbourg et prendrait le premier train en partance pour rentrer à Hartlepool. Son travail ici était terminé, pour le moment. Maintenant qu'il avait trouvé sa mère, il n'aurait aucune difficulté à entrer en contact avec elle de nouveau, quel que soit l'endroit où il irait. Et il serait à même de calmer ses peurs et de lui procurer un peu de la paix qu'elle recherchait depuis si longtemps.
Elle n'aurait plus à s'inquiéter pour le petit Harry. Avant de quitter l'endroit au bord de la rivière, cependant, il s'arrêta pour regarder de nouveau vers la grande maison qui se dressait en retrait de la berge opposée. Il contempla durant de longs, très longs moments ses vieux pignons et son jardin laissé à l'abandon. Son beau-père vivait et travaillait toujours ici, il le savait. Oui, et bientôt Harry lui rendrait visite. Mais avant cela, il avait beaucoup de choses à faire. Victor Shushkin était un homme dangereux, un assassin, et Harry devrait être prudent quand il l'approcherait. Il était déterminé à faire payer son beau-père pour le meurtre de sa mère. Celui-ci devait être puni comme il le méritait. Mais la punition devait être assortie au crime. Cela ne servirait absolument à rien de se contenter d'accuser cet homme, car quelle preuve restait-il après toutes ces années? Non, Harry devait lui tendre un piège, l'appâter, et Shushkin devrait trouver cet appât irrésistible. Mais rien ne pressait car le temps jouait en faveur de Harry. Il lui permettrait de devenir un expert dans de nombreux domaines et, de fait, il avait énormément de choses à apprendre. Car à quoi bon être un nécroscope s'il ne pouvait jamais faire usage de ce don? Quant à la façon de l'utiliser, une fois qu'il aurait vengé la mort de sa mère, il n'en savait encore rien. Il verrait bien. Pour le moment, ses professeurs l'attendaient et ils étaient les meilleurs du monde. Oui, et maintenant, ils en savaient infiniment plus que ce qu'ils avaient su de leur vivant.